RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour sur le plateau de Mardi politique sur France 24 et Radio France Internationale avec notre invité Jean-Pierre Chevènement. Monsieur Chevènement, nous parlions juste avant la pause de votre nouveau rôle en tant que président de cette fondation pour l'islam de France. Et certains y voient une sorte de tutelle politique de l'État français sur la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est absurde. C'est absurde pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas aujourd'hui une communauté musulmane en France. Ça n'existe pas. On ne peut même pas dire qu'il y a une communauté algérienne. Hein. Alors, les Turcs sont bien organisés. Les Marocains en réfèrent naturellement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est commandeur des croyants. Mais il n'y a pas un islam français organisé. La fondation que je dois présider n'a qu'un but profane. Je n'interviens pas dans les affaires religieuses. Je n'ai pas à me substituer aux imams. Ça, c'est leur affaire. C'est l'affaire des musulmans, hein, qui peuvent naturellement s'occuper de ces choses-là valablement. Moi, je me contente d'intervenir avec la Fondation sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan social, et à créer un pont entre la République et l'islam, pour que les Français comprennent mieux ce qu'est l'islam, que l'adversaire, ce n'est pas l'islam, c'est une pathologie de l'islam qu'on appelle le terrorisme djihadiste, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'islam. Hein. Donc il faut que les Français comprennent mieux l'islam, et d'autre part, il faut que les musulmans comprennent mieux ce qu'est la République française, ce qu'est par exemple la laïcité. La laïcité n'est pas, comme certains le disent, dirigée contre la religion. La laïcité, ce sera au cœur de votre action en tant que président de la Fondation pour l'islam de France. Mais bien entendu, moi je n'interviens qu'au niveau... C'est ça qui a manqué dans les années passées pour organiser non, c'est en soi, c'est un sujet difficile. Et non pas l'islam en France. Parce qu'il y a des rivalités entre les différentes obédiences. Mais j'ai quand même contribué à faire que cela s'organise, à rendre possible l'exercice du culte en facilitant par exemple la construction de mosquées, hein, mais en rappelant qu'il y a des règles auxquelles d'ailleurs toutes les sensibilités de l'islam avaient souscrites. Je me souviens, c'était le 28 janvier 2000, j'étais ministre de l'Intérieur, et toutes les sensibilités de l'islam ont accepté les principes de la République, dont la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation de l'Église et de l'État. Tout ça a été écrit noir sur blanc, et voilà, je pars de là. Pour moi, c'est un acquis, et il faut que cet islam compatible avec la République puisse se développer sur des bases raisonnables. Mais alors... un problème qui se pose, et qui se pose au niveau du culte, cette fois, c'est le financement. On entend des responsables français dire qu'il faut arrêter de voir cet argent venir de l'étranger, il faut que l'islam français soit financé en France. Est-ce que ça va changer? Est-ce que pour la formation des imams... La condition que j'ai mise à mon acceptation, car il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire. Ah oui. J'ai accepté, bien entendu, mais je le savais très bien, hein, j'ai accepté à condition qu'il n'y ait pas d'argent venu de l'étranger, et naturellement à condition que je reste libre de ma parole en tant qu'homme politique. Et comment est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y aura plus d'argent de l'étranger? Est-ce que de nouveaux mécanismes vont être mis en place? De nouveaux mécanismes devront être mis en place, en particulier à partir du marché du halal. Une taxe? Non, pas une taxe, une contribution volontaire, mais des discussions sont engagées à ce sujet. Disons que quand des décisions ont été prises, ben vous le saurez. On vous réinvitera alors. Je reviens sur cette question de la laïcité. Là, on voit à quel point le sujet est sensible. Vous avez à un moment appelé les musulmans à la discrétion. On parlait en pleine polémique sur le voile. Et pour autant, vous n'interdisez pas le voile dans la rue, ni même le burkini. En tout cas, vous n'êtes pas contre le port de l'un et de l'autre. Non mais écoutez, vous ramenez la laïcité à des tenues vestimentaires. C'est pas non, un sujet d'actualité. La laïcité, c'est l'idée qu'il y a un espace commun à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, où ils peuvent débattre de l'intérêt général à la lumière de la raison naturelle, c'est-à-dire d'une argumentation raisonnée, sans pour autant se prévaloir de leur dogme, de leur affiliation religieuse. Voilà, ça vaut pour toutes les religions.
pour les musulmans comme pour les autres. Maintenant, il y a un problème d'intégration. Disons que c'est vrai que toutes les vagues antérieures de l'immigration ont fait l'effort de se plier plus ou moins aux us et coutumes du pays d'accueil. Et je recommande amicalement à nos compatriotes musulmans de s'inspirer de cet exemple. Par exemple, l'égalité homme-femme a fini plus ou moins par passer dans les mœurs en France. Eh bien, il faut qu'ils comprennent que ce sont des valeurs auxquelles les Français sont attachés. Vous êtes sur cette idée d'intégration plutôt que celle développée par d'autres d'assimilation? Mais vous savez, tous ces mots sont mal compris. Il n'y en a pas de bon. Même le mot intégration n'est pas forcément le meilleur. Mais je trouve qu'il n'y en a pas d'autre qui puisse vraiment signifier que la France accepte des cultures d'apport, mais à condition qu'elles ne nuisent pas en quelque sorte à sa personnalité structurée. J'emprunte là les mots qu'utilisait Jacques Berck il y a une trentaine d'années, qui était mon maître spirituel, si je puis dire. Donc voilà. Donc on peut peut-être s'arrêter là. La laïcité, c'est bon pour tout le monde, et ça ne correspond pas forcément à l'idée que certains veulent en donner. Alors on va passer sur la partie internationale que vous abordez largement dans votre livre, Un défi de civilisation. L'actualité immédiate, c'est la prise de Mossoul qui semble s'engager. Vous avez pris des positions dans le passé, vous en l'avez évoqué avant sur l'Irak. Est-ce que vous pensez que la prise de Mossoul, celle à venir de Raqqa, est un moment clé, comme le disent les dirigeants à la fois irakiens ou occidentaux? Alors même quand Mossoul aura été prise, ou Raqqa, on n'en aura pas fini avec le terrorisme djihadiste, parce que celui-ci est encore, une fois, un phénomène de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est mu par un profond ressentiment que la majorité des Français ne comprennent pas, mais qui vient de l'histoire. Il y a eu la colonisation, c'est un fait. Il y a eu des interventions déstabilisatrices, par exemple les 2 guerres du Golfe. Il y a eu un certain nombre de choses, mais je trouve qu'il est excessif d'en faire porter la responsabilité à la France. Parce que la France, par la voix du général de Gaulle, a protesté contre la colonisation de la Cisjordanie en 1967. François Mitterrand a exfiltré Yasser Arafat du Liban en 1984. Jacques Chirac s'est élevé contre la deuxième guerre d'Irak. Alors bien sûr, la France a des torts sur un certain nombre de dossiers. Nous nous sommes trop longtemps entêtés à vouloir garder l'Algérie française, alors que le peuple algérien est un autre peuple et qu'il fallait reconnaître son indépendance. Et c'est ce que je pensais, d'ailleurs, à l'époque. Ensuite, nous avons certainement commis quelques erreurs, ne serait-ce que la première guerre du Golfe, qui nous a associés à la puissance américaine, derrière les monarchies du Golfe, pour abattre un régime qui avait beaucoup de défauts, mais qui était quand même un régime moderniste, laïque, et je dirais qu'il était possible de faire l'économie... Saddam Hussein, moderniste. Il était possible de faire l'économie de cette guerre, qui a été décidée par le président Bush dès le 3 août 1990, et Saddam Hussein était prêt à se retirer du Koweït si on avait substitué aux troupes irakiennes des troupes arabes. Cela n'a pas été fait. C'est dommage, parce que la destruction de l'État irakien... On le paye encore aujourd'hui? On le paye encore aujourd'hui. Elle est liée à la création de l'État islamique, de ce groupe terroriste? Mais bien évidemment, parce que la destruction de l'Irak a fait que la majorité est devenue chiite, et que les chiites ont voulu prendre une revanche historique sur les sunnites, qui avait toujours détenu le pouvoir, et ça explique que pratiquement on a offert sur un plateau les populations sunnites de l'ouest irakien, Tikrit, Fallujah, Mossoul, d'abord à Al-Qaïda dans les années 2005-2006, puis ensuite à Daesh, quand Daesh s'est constitué. Et par conséquent, nous sommes là en face d'un résultat qui n'avait pas été voulu, mais qui est quand même le résultat d'une politique qui n'était pas pensée. Donc c'est toujours les mêmes erreurs qu'on commet. Vous pensez que là, on chasse Daesh pour avoir quelque chose d'autre? Je pense qu'on commet toujours un certain nombre d'erreurs et que le principe de non-ingérence, qui est d'ailleurs un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies, nous devrions y être plus souvent fidèles. Donc la France ne devrait pas intervenir en Syrie et en Irak en ce moment? Je pense qu'en Syrie, on a cru prendre le train des révolutions arabes, enfin des printemps arabes en marche, quand on pouvait espérer qu'elles donneraient des résultats démocratiques. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, que les islamistes ont pris le pouvoir en Tunisie,
en Égypte, et qu'en Syrie, eh bien, Bachar el-Assad avait beaucoup plus d'appui dans la société syrienne qu'on ne le croyait. Obama a bien fait de stopper toute velléité de guerre en Syrie au moment où la France, d'ailleurs, était prête à venir... Pour moi, oui, parce qu'on aurait donné le pouvoir aux islamistes. Oui. On aurait donné le pouvoir aux islamistes. C'est le contraire de ce que dit François Hollande, la plupart des dirigeants occidentaux. J'en suis tout à fait conscient. C'est le contraire de ce qu'il dit. Et moi, je pense que c'est une erreur. Et qu'on prolonge une guerre inutile qui a déjà fait assez de souffrance. Et je pense que l'humanisme vaut mieux que l'humanitairerie dont se prévalent un certain nombre de beaux parleurs, comme M. Bernard-Henri Lévy ou M. Daniel Cohn-Bendit. Je pense qu'il faut savoir apprécier une situation. Pascal le disait à sa manière, l'homme n'est ni ange ni bête, et celui qui veut faire l'ange fait la bête. Par conséquent, je pense qu'en Syrie, il aurait mieux valu unir nos efforts, l'ensemble des pays qui aujourd'hui interviennent en Syrie, en plus de la guerre civile intersyrienne. Vous avez quand même une intervention turque, vous avez une intervention séoudienne. Est-ce que c'est notre rôle de contribuer à la désagrégation d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient, qu'au contraire, je pense, il faut rendre vivable pour leur population, faire un Irak fédéral. On le fait à la justification que le terrorisme qui nous frappe sur notre territoire national vient de là. Je pense qu'il serait venu de toute façon, parce que ce terrorisme a une histoire. Il y a le djihad afghan, le djihad planétaire d'Al-Qaïda, le djihad territorialisé de Daesh, et que c'est en 2006 qu'un Syrien, Al-Souri, a envisagé d'utiliser un certain nombre de jeunes hors sol, déboussolés, Jean-Pierre Chevènement, pour perpétrer des attentats. Frappé par les attentats qu'on a connus ces 2 dernières années en France, on n'irait pas, nous, Français, combattre le terrorisme de Daesh en Syrie ou en Irak? C'est oui, mais possible, il ne faut pas renverser les choses. Il faut voir dans quel ordre ça s'est fait. Mais maintenant, mais je ne veux pas mener... Vous étiez toujours ministre de la Défense, vous soutiendrez la double offensive en Irak et en Syrie contre Daesh? Oui, mais si vous voulez, il faut voir dans quel ordre ça s'est fait, qui prend l'initiative politique. Donc cela nous conduirait certainement à revenir sur un certain nombre d'épisodes. Ce n'est pas forcément souhaitable aujourd'hui, dans l'intérêt même de la France. Je veux dire que nous sommes frappés et nous avons raison de nous défendre. Et je suis naturellement, et c'est le sens de mon livre, pour que nous prenions la pleine mesure du problème. Ça s'appelle un défi de civilisation, que nous comprenions que ce n'est pas seulement le terrorisme djihadiste, que ce n'est pas l'islam, mais que c'est un phénomène plus général qui est une globalisation devenue folle, qui a particulièrement réagi sur le monde musulman, mais pour nous aussi, en Europe, la géopolitique n'est plus du tout ce qu'elle était. La France était, il y a 50 ans, la puissance dominante. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et dans le monde, on voit la montée de la Chine et des États-Unis. La question qui se pose, est-ce que l'Europe va encore exister? Ne serait-ce que pour donner la main aux populations de continents voisins, comme par exemple le Moyen-Orient. Il faut quand même rétablir la paix au Moyen-Orient. Et l'Afrique, qu'il faut aider à décoller. Ce sont ces problèmes-là que j'aborde dans mon livre et qu'on peut rarement aborder à la télévision. Mais je vous remercie de m'en offrir l'occasion. Mais c'est ça qui est fondamental. C'est de pouvoir régler à terme ces grands problèmes. Or, je le dis, il y a un chemin. Nous ne sommes pas condamnés à la désespérance. Il y a un chemin, mais qui implique la lucidité. Il y a un chemin qui aussi passe visiblement par Moscou. Vous êtes en faveur de la levée des sanctions contre la Russie. Est-ce que quand même, vous n'êtes pas choqué par l'intervention militaire russe en Syrie généralement, et plus particulièrement par les bombardements russes sur Alep, qualifiés par la diplomatie française de crime de guerre? Moi, ce qui m'a choqué, mais il y a déjà très longtemps, c'est la russophobie ambiante, qui existait bien avant la crise ukrainienne et bien avant que s'envenime le conflit syrien. Je pense qu'il y avait une tradition qui était celle des relations amicales entre la France et la Russie, portée par la Troisième République, le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et puis il y a, certainement inspiré par des intérêts qui ne sont pas les nôtres, des gens qui veulent nous brouiller avec la Russie. L'affaire ukrainienne, la responsabilité est partagée. Le président Poutine, il met du sien également, par ailleurs. Non, mais je ne dis pas que la responsabilité n'est pas partagée. Bien. Sans doute a-t-il réagi trop vivement à l'éviction de Yanukovych, qui était peut-être un président corrompu, mais qui avait quand même été élu. C'était quand même un coup d'État. Donc il a réagi par la
comment dirais-je, le rattachement de la Crimée à la Russie, parce qu'il avait passé les intérêts géostratégiques de la Russie. Avant tout le reste, qu'il y avait un bail de 42 ans et qu'il pouvait craindre que le nouveau gouvernement révoque ce bail, qui donnait le port de Sébastopol. Sur cette histoire de la Crimée, vous dites, il a réagi un peu trop vivement. Quand aujourd'hui, il bombarde avec ses alliés syriens des populations civiles sur Alep, est-ce que vous, Jean-Pierre Chevènement, à ce moment-là, vous parlez également de crimes de guerre? Excusez-moi, mais la trêve a été rompue par qui? Par l'aviation américaine qui a frappé par erreur. Mais avant la... Ah oui, c'était avant. Mais c'est comme ça que ça a commencé. J'entends bien, mais ensuite, vous avez des rebelles syriens, mais dont on oublie de vous dire qui ils sont. Ils s'appellent Har el-Sham. Ils s'appelaient encore le Front Al-Nosra il y a un peu moins d'un mois. Et entre Al-Qaïda et Daesh, moi, je ne choisis pas. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que bombarder des populations civiles sur Alep, c'est comptable de crimes de guerre, comme le dit la France? Il y a eu une trêve de plusieurs jours qui permettait l'évacuation de ces populations civiles et des rebelles qui voulaient effectivement gagner la Turquie, dont on oublie de rappeler qu'elle a ouvert ses frontières pour permettre la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Tout cela est quand même un peu plus compliqué qu'on nous le dit. Il y a un formatage de l'opinion. Et je le dirais malheureusement aussi par les médias de service public. Vous êtes le seul à m'inviter. Je ne suis invité ni par France Info, ni par France Inter, ni par... Vous serez ce soir à nouveau sur France Info au cours de cette même émission. Mais on a quand même l'impression que Vladimir Poutine... Sur RFI. Voilà. On a l'impression que sur Vladimir Poutine, que vous aviez rencontré d'ailleurs à l'instigation de François Hollande, vous avez une certaine réserve, vous qui êtes en faveur des droits de l'homme et tout ça, qui peut choquer. Parce que Vladimir Poutine, visiblement, a choisi la manière forte en Syrie, y compris en commettant ce que beaucoup considèrent comme des crimes de guerre. Pourquoi cette mansuétude? Mais je n'ai pas de mansuétude particulière à l'égard de quiconque. Je constate que sont en Turquie des forces armées turques. Je constate que Al-Nosra est alimenté en armes et en financement par l'Arabie saoudite. Je dirais que l'ingérence extérieure en Turquie est générale. Et je pense qu'il faudrait en effet qu'il y ait une gouvernance mondiale qui se reconstitue, d'abord entre les États-Unis et la Russie, d'ailleurs entre Lavrov et Kerry, qui se sont rencontrés à maintes reprises, pour mettre un terme aux souffrances du peuple irakien. Et pour rendre le gouvernement plus représentatif. Nous avons le même problème en Syrie qu'en Irak. Nous avons des gouvernements qui ne sont plus représentatifs de la population. Et il y a une partie des populations qui se sent écrasées, brimées, opprimées. Et c'est à cela qu'il faut mettre un terme. Voilà. Et une grande politique extérieure de la France consisterait à jouer les médiateurs entre les parties prenantes, plutôt que de prendre parti, par exemple, pour les sunnites contre les chiites. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'être un médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Alors cette partie-là, cette partie diplomatique-là, se jouera bientôt avec un nouveau président ou une présidente américaine. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne qui a été souvent dans la petitesse, voire dans le caniveau entre Clinton et Trump? Et est-ce que vous craignez l'élection de Trump ou pas du tout? Je crains l'élection de Trump, mais je ne suis pas rassuré par celle de Clinton, qui est ce qu'on appelle un faucon libéral. Je sais où cela peut conduire. Et je pense que le spectacle des élections américaines devrait conduire les Européens, et nous particulièrement les Français, qui sommes quand même les héritiers de la diplomatie du général de Gaulle, à reconsidérer un petit peu nos paramètres et à rompre avec une politique occidentaliste, atlantiste, si vous préférez, pour revenir à l'indépendance nationale. Car quand on voit qui va diriger les États-Unis, quand on sait que les États-Unis considèrent que ce qui est important maintenant, c'est l'Asie-Pacifique, ce n'est plus l'Europe, le moment serait venu pour les Européens de reprendre en main leurs affaires. Mais Trump, a priori, le protectionnisme, le retour sur les États-Unis, ça pourrait vous convenir comme idée? Vous savez, le protectionnisme, le commerce international augmente beaucoup moins vite que par le passé. Et il y a des mesures protectionnistes qui ont été prises, par exemple, par l'Allemagne, notre gros voisin, vis-à-vis de la Chine. Donc je considère qu'il y a un équilibre à gérer, mais raisonnablement, dans le monde. Je ne sais pas à quoi ressemblera Trump quand il sera élu, s'il doit être élu. Je ne le souhaite pas. J'ai connu Reagan avant qu'il ne soit élu. Et il a donné un président qui ne correspondait pas tout à fait à la description qu'on en donnait. Donc, les Américains sont maîtres chez eux. Ce n'est pas à moi de dire pour qui il faut voter.
Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement, merci Véronique Rigolet, merci à vous d'avoir regardé Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale.